Bonjour à tous, bienvenue dans ce comptoir dédié à la RVR de ce matin, ce comptoir de rentrée. On est ravis que vous soyez là et on va pouvoir commencer tout de suite. Euh, pour rappel, le format du comptoir, c'est un format où on va vous présenter un sujet pendant une trentaine de minutes et ensuite on aura un peu plus de temps pour discuter. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. On a une modératrice dans le chat qui va récolter toutes vos questions, donc n'hésitez pas à les poser, on les traitera en fin de séance, plutôt voilà, dans un temps, en deuxième temps, un peu plus d'échange. Le sujet qui va nous occuper ce matin, c'est le suivant, c'est l'ARVR et en quoi ces technologies-là peuvent être utiles et peuvent s'avérer des alliés face aux nouvelles contraintes sanitaires qui nous sont imposées depuis 2 ans. Comment est-ce qu'elles peuvent nous permettre de nous adapter à notre nouvelle situation? Donc pour vous parler de ce sujet-là, ce matin autour de la table, nous sommes deux, Jasmine Lebert et moi-même, Oriane Cosson. On est toutes les deux consultantes spécialisées en réalité virtuelle et en réalité augmentée. Et on travaille sur ces sujets-là depuis plusieurs années, aussi bien pour développer des solutions de réalité virtuelle et de réalité augmentée, mais aussi pour réfléchir et pour trouver les cas d'usage les plus adaptés à ces différentes technologies et voir dans quel cas la valeur ajoutée est la plus grande pour les utiliser. Donc, c'est vraiment un sujet sur lequel on travaille depuis plusieurs années. Et là, depuis 2 ans, depuis qu'on est soumis à ces nouvelles contraintes sanitaires, on voit aussi des nouveaux cas d'usage ou des cas d'usage augmentés en demande. Donc, c'est ce qu'on va essayer de vous raconter ce matin. En quoi est-ce que le marché de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée a été modifié par les nouvelles contraintes qui nous sont imposées? Donc, le plan de ce matin, on va commencer par parler de ce qu'est un mode d'interaction et de en quoi nos modes d'interaction évoluent en fonction de notre situation. Donc, en quoi ils ont évolué ces dernières années avec la crise sanitaire. On va parler un petit peu plus précisément de ce que c'est que la RVR et ensuite, on va vous expliquer, on va essayer de vous démontrer que ce sont des technologies qui peuvent s'avérer utiles pour répondre à nos nouveaux besoins. Donc, ce qu'on observe depuis début 2020 et depuis le début de la crise sanitaire, c'est que les nouvelles contraintes qui nous sont imposées, notamment la restriction des déplacements et la restriction de la distanciation sociale, le fait qu'on a beaucoup moins de possibilités de rencontrer les gens, nous a obligés à modifier nos façons d'interagir avec les autres, mais aussi avec les machines. Donc, en fait, on a naturellement intégré un certain nombre de nouveaux modes d'interaction à nos habitudes, euh, pour pouvoir s'adapter au nouveau monde dans lequel on vit. Le fait de ne plus avoir les mêmes possibilités de se rencontrer, etc., voilà, ça nous a imposé de nous adapter. Et on voit très bien qu'on a adopté de façon très fluide des modes d'interaction tels que le QR code, qui existait déjà avant, mais qu'on utilisait de façon beaucoup plus ponctuelle. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on utilise quotidiennement pour présenter notre passe sanitaire, mais aussi pour aller consulter un menu de restaurant. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est rentré dans notre quotidien, comme beaucoup d'autres modes d'interaction qu'on n'avait pas eu l'habitude d'utiliser avant. Par exemple, tous les modes d'interaction qui évitent d'utiliser les mains et qui vont plutôt utiliser les pieds, comme les pédaliers qui sont vraiment répandus dans le monde en général. On se retrouve avec des distributeurs de gel hydroalcoolique avec des pédales, ou aussi là, on voit la fontaine à eau au travail qui est maintenant équipée de pédaliers pour pouvoir être utilisée sans prendre de risque de se contaminer les uns les autres. Ce type de mode d'interaction, il y en a plein d'autres. Il y a aussi, par exemple, tout ce qui est technologie NFC sans contact, qui s'est répandu de façon assez importante, puisqu'on a monté le plafond du paiement sans contact sur les cartes bleues, mais on a aussi vu des systèmes de billets, par exemple de billets de métro qui avaient toujours été physiques avant, qui maintenant sont complètement dématérialisés avec des supports sans contact, et donc ce qui permet d'éviter d'avoir un objet physique euh, d'interaction, mais d'interagir uniquement sans prendre de risque de contamination. Il y en a plein d'autres. Il y a aussi la téléconsultation qui a été très utilisée vraiment à la marge auparavant et qui maintenant est rentrée dans notre quotidien. La prise de rendez-vous médicaux en ligne, tous ces modes d'interaction auxquels on s'est adapté. Par exemple aussi le fait de pouvoir désinfecter les outils et les objets de façon plus facile, c'est des problématiques auxquelles on n'avait jamais été confronté avant et qui vont
qui nous ont permis de nous adapter à notre nouvelle situation. On a par exemple des poignées auto-nettoyantes qui vont permettre, après chaque utilisation de la poignée, d'être renettoyée. Tous ces modes d'interaction-là nous permettent de mieux nous adapter à la situation dans laquelle on est. Et nous, on a la conviction que l'AR et la VR sont aussi des alliés possibles pour nous adapter à ces nouvelles contraintes. Donc, ce qu'on va commencer par voir ensemble, c'est mais de quoi on parle exactement, qu'est-ce qu'on appelle réalité virtuelle et réalité augmentée, et on va clarifier les termes ensemble. La réalité virtuelle et la réalité augmentée, en fait, ce sont des paradigmes d'interaction entre l'homme et la machine, ce sont plutôt des concepts de modes d'interaction qui sont relativement opposés. Donc là, d'un côté, on a la réalité augmentée, dont le concept consiste à laisser l'utilisateur dans son environnement réel et à utiliser des capteurs pour comprendre son environnement, l'environnement dans lequel il est en réalité, pour pouvoir y incruster en temps réel des informations supplémentaires, que ce soit des informations en 2D ou en 3D. Donc, il s'agit vraiment de comprendre l'environnement et de laisser l'utilisateur y avoir accès. Le concept de la réalité virtuelle, c'est vraiment le concept totalement opposé. C'est le fait de couper l'utilisateur de son environnement réel et au contraire de l'immerger dans une simulation qui est complètement contrôlée par nous. Donc, on va pouvoir, par exemple, modifier les règles de la gravité ou les règles de déplacement. Cette simulation dans laquelle il est, cet environnement virtuel, ça va être son nouvel environnement et il va pouvoir interagir dedans. Ces deux concepts, ils sont vraiment opposés. Par contre, ils reposent sur des briques technologiques et des technologies de base qui, elles, sont très similaires. Par exemple, on va, dans les deux cas, avoir besoin de faire de la restitution en 3D, donc de la stéréoscopie, où on va avoir besoin de capteurs inertiels pour pouvoir comprendre les déplacements de l'utilisateur, ou de la détection de gestes, de la détection de commandes vocales, etc. Donc, toutes les briques technologiques sur lesquelles ces deux technologies, ces deux paradigmes d'interaction reposent, sont similaires et c'est pour ça qu'on a tendance à les associer. En réalité, on va se rendre compte qu'ils sont très parallèles. On peut vraiment les mettre en parallèle tous les deux et c'est pour ça que vous verrez tout au long de la présentation. Sur la gauche, vous aurez les éléments qui relèvent plutôt de la réalité augmentée et sur la droite, les éléments en vert qui relèvent de la réalité virtuelle. Comme ils reposent sur des briques technologiques qui sont assez similaires, ils reposent aussi sur des devices et des solutions techniques qui se ressemblent beaucoup. Donc, on a en tête tous les casques de réalité virtuelle et les casques de réalité augmentée. Par exemple, si vous regardez ma caméra, ce que je vous présente, c'est le casque HoloLens, donc qui est en haut à gauche sur la présentation, et qui est l'état de l'art de la réalité augmentée, ce qu'on peut faire de plus abouti. C'est un casque qui est vraiment blindé de capteurs différents, donc des capteurs de geste, des capteurs de profondeur, et qui va permettre, grâce aux deux lentilles plates que vous voyez, donc vous voyez que vous pouvez encore voir mes yeux, moi j'ai encore accès à l'environnement extérieur, mais sur les lentilles plates, on va pouvoir incruster des hologrammes en 3D avec lesquels je vais pouvoir interagir. Donc ça, c'est un premier type de casque de réalité augmentée. On en a d'autres qui sont peut-être un petit peu moins onéreux, qui sont plus bas sur la présentation, et vous allez voir Jasmine à l'écran s'en équiper. Ce type de lunettes-là sont un petit peu moins technologiquement avancées, un petit peu moins chères aussi, et donc un petit peu plus légers, donc plus pratiques au quotidien, et vont souvent permettre d'afficher des informations uniquement en 2D, sur une seule lentille. Donc on ne va pas avoir l'aspect profondeur. Côté réalité augmentée, il ne faut pas oublier aussi tout ce qui est smartphone et mobile, qui est vraiment une solution extrêmement puissante parce qu'on est déjà tous équipés de ce type de device. Donc, on peut faire de la réalité augmentée avec les devices qu'on a déjà dans la poche, qui ont déjà tous les capteurs dont on a besoin, des caméras, des centrales inertielles, etc., des GPS. Et donc, c'est vraiment une façon de faire de la réalité augmentée. En réalité, c'est la façon la plus facile de faire de la réalité augmentée. Et côté réalité virtuelle, on a des solutions soit très onéreuses, soit moins chères, comme par exemple qui reposent sur des smartphones. Mais la façon star de faire de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, sont les casques que vous voyez au milieu de l'écran, comme le Oculus Quest, Jasmine l'a dans les mains également, et le HTC Vive, dont vous avez probablement déjà entendu parler et que même vous avez très sûrement déjà essayé. Donc, pour résumer, donc là, ça vous donne une overview de toutes les solutions techniques qui existent. Pour résumer, la réalité augmentée et la réalité virtuelle, toutes les deux se basent donc sur comme paradigme de
d'un côté, restituer l'environnement réel de l'usager et l'y ajouter du contenu virtuel, alors que de l'autre côté, on va bloquer l'accès à l'environnement réel et distribuer uniquement du contenu virtuel. Ce qu'on voit émerger depuis les dernières années, qui est intéressant et qu'on voulait vous montrer, ce sont des nouveaux types de casques qu'on appelle hybrides et qui permettent de faire les deux en même temps. Donc, en fait, on va avoir un casque qui est équipé, qui ressemble à un casque de réalité virtuelle, qui est équipé de caméras frontales et qui va filmer l'environnement réel à chaque instant et donner en temps réel, restituer en temps réel l'environnement à l'utilisateur, ainsi que du contenu virtuel supplémentaire. Donc en fait, les deux en même temps. L'avantage de ce type de casque, c'est que ça va permettre de faire les deux côtés du spectre avec un seul device. Puisque si on active le flux vidéo temps réel, on fait quelque chose qui ressemble à de la réalité augmentée, environnement réel plus contenu virtuel. Et si on coupe le flux vidéo en temps réel, on va pouvoir faire quelque chose qui ressemble beaucoup plus à de la réalité virtuelle classique. Ce type de casque, c'est quelque chose qu'on voit émerger ces dernières années, donc c'est pour ça qu'on voulait vous le présenter. Ça vient compléter l'offre qui existe actuellement. C'est encore en cours de développement et évidemment, la crise du Covid a un petit peu ralenti les développements sur ce type de casque. Bon, voici quelques exemples, si ça vous intéresse. Je vais maintenant laisser la main à Jasmine pour vous présenter d'autres types d'impacts que la crise a eu sur le marché de la RVR tel qu'on le connaît. Merci. Ah, du coup, vous voyez bien mon écran. Pour le marché de la RVR, comme beaucoup dans d'autres domaines, il y a eu pas mal d'impacts négatifs. Il y a eu pas mal de projets qui ont été abandonnés ou suspendus, donc soit à cause des investissements, soit à cause des difficultés d'approvisionnement. Donc l'approvisionnement, c'est comme pour les consoles de jeux vidéo. Il y a certains composants qui deviennent un peu plus rares et qui ont été ralentis par la crise. Pour les constructeurs de casques ou si on veut acheter un casque, il y a eu quelques ralentissements. Et il y a aussi pas mal de lieux et d'événements qui ont été annulés et fermés, comme les salles d'arcade par exemple, ou les salons de l'innovation. Et c'était pour beaucoup une occasion de tester soit une première fois les technologies de réalité augmentée et de réalité virtuelle, soit de voir les évolutions et tester les tout derniers casques. Donc ça peut ralentir un peu l'adoption si on ne peut pas les tester en amont. Malgré tout, on est un domaine qui a plutôt de la chance, car il y a eu aussi des impacts plutôt positifs. Comme on l'a vu, il y a eu des nouveaux marchés avec tout ce qui est en rapport avec la désinfection et tout ce qui est interface sans contact, qui parfois en plus font appel à de la réalité augmentée. Grâce aux jeux vidéo, il y a aussi eu pas mal de ventes de casques de réalité virtuelle. On a pu voir, en tout cas, surtout pendant les confinements, comme on était à la maison et qu'on cherchait de l'occupation, beaucoup de gens se sont lancés et ont acheté leur casque. Il y a aussi donc il y a les jeux vidéo et c'est aussi les applications, on va dire, de type réseaux sociaux comme VRChat qui ont pas mal popularisé les casques. Et ce qui va nous intéresser vraiment dans cette présentation aujourd'hui, ça va être les cas d'usage qui ont été renforcés. Donc il y a eu une plus forte demande de réalité augmentée et de réalité virtuelle pour notamment respecter les contraintes de distanciation qu'on a eues ces dernières années. Donc, pour vous présenter tous ces cas d'usage, on a créé ce tableau qu'on va essayer de remplir ensemble. Donc, on a 6 grands domaines comme la procédure guidée ou la data visualisation. Et pour chaque domaine, on va en fait évaluer l'impact de la crise sanitaire, donc soit pour la réalité augmentée, soit pour la réalité virtuelle. Et à chaque fois, on va faire un peu cette distinction pour essayer de remplir. Donc, notre premier domaine, c'est la collaboration à distance. Donc, côté réalité augmentée, ça va être vraiment tout ce qui va être lié aux visioconférences. Donc, sur la première image, on peut voir, donc c'est avec un casque HoloLens. En fait, on peut avoir des visioconférences. L'avantage de les avoir dans un casque, c'est que la personne qui est à distance va pouvoir annoter des choses dans notre champ de vision directement, placer des flèches, etc., nous montrer certains gestes qu'on doit faire. Et on a les mains libres, donc on peut vraiment travailler en même temps.
On y pense moins souvent, mais il y a aussi tout ce qui va être filtre. Notamment, on a tous utilisé, je pense, un filtre pour cacher notre arrière-plan et pour respecter un peu plus notre vie privée. C'est des choses qui étaient très, très peu utilisées avant la crise. Et plus récemment, il y a tout ce qui va être filtre de beauté qui permet d'avoir meilleure mine, d'être maquillée, etc. Donc, ces deux cas d'usage, ils ont été très fortement demandés pendant la crise et donc ils ont eu un gros impact. Côté réalité virtuelle, ça va être toujours dans le respect de la vie privée, puisqu'on ne va pas nous voir, on va voir un avatar, on ne verra pas notre chez-soi, donc ça peut être parfois plus pratique. Et on va pouvoir plus interagir, plus voir les personnes, placer par exemple des post-it ensemble sur un mur, etc., retrouver un peu ces habitudes qu'on avait avant, mais en distanciel. Et notamment, on va avoir beaucoup plus d'engagement en fait, car bon, en visio, c'est facile de décrocher, d'aller faire un peu autre chose, de lire ses mails, alors que là, en VR, on est vraiment présent avec les autres. Et du coup, pour les réunions importantes, ça peut être un gros avantage, car tout le monde doit rester plus attentif. On a également les salons. On a vu beaucoup émerger de salons virtuels de ce type cette année. Donc c'est assez intéressant parce que là aussi, on peut voir un peu en fait, le nombre de personnes, par exemple, qui est présent ou pas. Et on peut aussi créer un peu des bulles pour discuter avec son voisin, là où en visio classique, c'est pas possible de faire des petits groupes et de discuter pendant une présentation. On est obligé d'avoir tous les micro-mutes et il y a un intervenant qui parle, comme aujourd'hui. Là, en fait, on peut discuter avec son voisin sans gêner forcément l'intervenant. Donc, toujours dans le but d'améliorer ce sentiment social et cette présence, on a vu émerger aussi des capteurs qui captent en fait le bas du visage pour essayer de reproduire au maximum les émotions d'un utilisateur. Donc ça peut être le sourire, la tristesse, etc. Mais ça va même plus loin parce que ça prend aussi le mouvement des joues et de la langue. Euh, donc ça, pareil, c'est un outil qui est utile. Pour ceux qui ont déjà testé la VR, on peut se rendre compte qu'on a un peu l'impression de parler à des avatars robots. On ne sait pas trop la personne si elle fait une blague, etc. Donc avec ce genre de dispositif, c'est vraiment mieux pour se comprendre les uns les autres et surtout comprendre notre ton ou ce genre de choses un peu plus subtiles. Notre deuxième domaine, c'est tout ce qui va être lié à l'apprentissage et aux procédures guidées. Euh, je ne sais pas si vous voyez la vidéo, je ne l'ai pas vue se lancer. Voilà. Du coup, côté réalité virtuelle, toujours, on a tout ce qui est lié aux formations et aux simulations. Donc là, une fois encore, pour la partie formation, ça va être plus engageant qu'une formation en ligne, par exemple, parce qu'on va vraiment pouvoir apprendre un geste et se retrouver dans un environnement qui est très proche de celui qui sera notre monde professionnel derrière. On va pouvoir essayer du coup des gants, toucher à des boutons, bouger des leviers, etc., se déplacer dans un environnement. C'est assez similaire pour la simulation. Et côté réalité augmentée, ça va être tout ce qui est lié donc d'abord à la navigation. Donc on peut le voir, il y a Google Maps qui propose un mode réalité augmentée qui va nous aider à nous orienter plus facilement dans les rues et aussi à nous afficher des données sur certains bâtiments qui nous entourent. Et tout ce qui va être lié à la procédure, donc soit de la procédure guidée, où on va pouvoir avoir étape par étape un peu ce qu'on doit faire, et on va pouvoir avoir une vérification en temps réel de ce qu'on est en train de faire, s'il y a besoin d'une vérification pour aller à l'étape suivante. Donc ça, c'est très avantageux. Ça permet en fait d'appeler moins souvent un expert parce qu'on est beaucoup plus autonome sur les tâches qu'on doit faire. Euh, Surtout grâce à la vérification où là, vraiment, ça peut être assez précis. Donc côté réalité virtuelle, aujourd'hui, on n'a pas trouvé que ça avait été fortement demandé parce que souvent, les formations immersives en fait, étaient dans une salle dédiée au sein des entreprises et on ne pouvait plus avoir accès à cette salle pendant le Covid. Cependant, peut-être si on refait cette présentation dans quelques mois, ça changerait parce qu'on a vu que de plus en plus d'entreprises en fait, investissaient dans des casques pour les livrer à leurs employés ou à leurs apprenants pour pouvoir les former quand même. Donc ça, c'est dû notamment aux casques qui coûtent de moins en moins cher.
et à notre paradigme distanciel où il faut quand même continuer de former les gens et les former depuis chez eux, c'est le plus pratique. Et côté réalité augmentée, c'est vraiment tout ce qui est procédure qui a été beaucoup demandé. Si on va plus loin, on se rend compte que finalement, ce paradigme de distanciel, de confinement, etc., en fait, il y a des domaines où ils le vivent depuis longtemps et ils se sont déjà penchés sur ces sujets aussi. Par exemple, on avait quelques mois, il y a Thomas Pesquet qui a posté une photo sur son Instagram avec un casque HoloLens où il explique qu'il fait de la procédure guidée pour tout ce qui est tâches de maintenance sur les appareils qu'il doit réparer. Et effectivement, ça lui permet d'appeler moins souvent le centre de contrôle. Et du coup, c'est beaucoup plus pratique car il est beaucoup plus autonome dans la station. Et je vais repasser la main à Oriane. Donc, après ces deux premiers domaines d'application de réalité virtuelle et de réalité augmentée, on va passer à un troisième, celui de la conception assistée par ordinateur. Donc, c'est un domaine qui, à la base, est déjà très friand de réalité virtuelle et de réalité augmentée, puisque ça permet de consommer en stéréoscopie des modèles 3D qui sont de toute façon la base de travail de ces designers. En plus, le fait de les voir en réalité augmentée ou en réalité virtuelle, ça permet de les avoir à l'échelle, dans leur contexte. Donc, ça constitue vraiment une valeur ajoutée. Donc, c'est vraiment des domaines qui sont à la base des consommateurs de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Par contre, la crise et les contraintes de distanciation sociale et des limitations des déplacements n'ont pas fondamentalement changé le travail de ces personnes. Ils avaient déjà l'habitude de travailler à distance ou de travailler dans ce type de configuration remote. Donc, il y a un petit peu eu un besoin accru en design collaboratif éventuellement avec plusieurs personnes autour d'un même modèle 3D, mais ça reste un domaine dont la demande n'a pas été modifiée par la crise qu'on a vécue. Un autre domaine qui était déjà très friand de modèles 3D et de displays stéréoscopiques, c'est la visualisation de données, la data vise en général. Donc pour plusieurs raisons, soit pour visualiser des données qui sont elles-mêmes localisées ou géographiques, comme ce qu'on peut voir en bas à gauche, soit pour visualiser des données qui sont particulièrement complexes et qui ont donc un intérêt à être visualisées avec une troisième dimension pour abaisser la charge cognitive. Par exemple, quand on parle de graphes très compliqués, le fait d'avoir la troisième dimension va aider à comprendre la topographie du graphe, ou quand on a par exemple des matrices en 3D, des nappes à visualiser, on voit bien qu'on a une valeur ajoutée à la regarder en 3 dimensions. Mais ces cas d'usage-là, de la même façon, n'ont pas été énormément impactés par la crise. Ils étaient déjà très forts avant en réalité virtuelle et en réalité augmentée. Ils le seront encore après. Ça reste les cas d'usage phares. Ceux qui ont été particulièrement impactés ces 2 dernières années, c'est ceux liés au digital twin. Le digital twin, en fait, c'est le fait d'avoir une copie numérique d'un dispositif, donc d'une machine ou d'une installation, donc par exemple une centrale nucléaire. Et ce jumeau numérique, cette version numérique de, par exemple, la centrale nucléaire, va représenter aussi bien la disposition de la centrale que remonter toutes ces informations, tous les capteurs, tout ce qu'on a localement qui permet de savoir comment se comporte ce système ou cette machine, ou ça peut être aussi un process, par exemple une chaîne de fabrication. Ce concept d'avoir un jumeau numérique d'un dispositif, c'est quelque chose qui existait déjà dans l'industrie avant. Ce qui est en train de changer là, et surtout depuis nos contraintes, nos limitations de déplacement, c'est le fait de pouvoir consommer ce jumeau numérique et l'utiliser, interagir avec, grâce à de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée. Donc, comme les 2 cas qu'on peut voir là, soit, par exemple, visiter la centrale nucléaire tout en étant chez soi, soit interagir avec une machine sans être proche de la machine. Donc, on a 2 exemples ici, c'est une application de démonstration que nous développons. On a 2 exemples de façon d'interagir avec un digital twin. On a un mode plutôt descendant, où en fait les informations qui sont présentes, qui sont remontées de tous les capteurs du digital twin et de la machine réelle, sont présents dans la copie numérique, sauf que pour les consommer, on a une valeur ajoutée à les mettre en superposition avec la machine réelle. Donc c'est ce qu'on voit à droite. En superposition avec la machine réelle, je vais avoir des tout types d'informations qui représentent les informations contenues dans le jumeau numérique.
On a aussi le mode opposé qui va permettre au contraire de remonter des informations jusqu'au jumeau numérique alors qu'on est sur place. Et ça va permettre à un expert distant d'interagir, enfin, de consommer les informations qu'on ajoute sur le jumeau numérique tout en restant chez soi et donc en prenant le moins de risques possible sans avoir le risque d'être contaminé. Cette notion de digital twin et de consommer le digital twin en réalité virtuelle et en réalité augmentée, c'est vraiment un des gros sujets de 2021 et 2022. On va passer au thème suivant et au domaine suivant, qui est celui de la vente et du marketing. Donc, il s'agit d'un sujet qui était lui aussi déjà pas mal intéressé par notamment la réalité augmentée pour faire du marketing et de la publicité. Dans la mesure où on a eu des contraintes de déplacement très fortes et notamment des accès en magasin beaucoup moins très limités, on s'est retrouvé dans une situation, et notamment les marques se sont retrouvées dans une situation où elles avaient besoin d'interagir avec leurs clients d'une nouvelle façon. Et donc, on a vu émerger, on a vu se développer des cas d'usage qui existaient déjà, mais qui ont vraiment explosé, notamment liés à l'essayage virtuel, ce qu'on appelle aussi le try-on. Donc, c'est ce que vous voyez en bas à gauche. Pouvoir essayer des objets ou des cosmétiques ou même des meubles sans sortir de chez soi et sans avoir accès aux vrais objets, sans prendre le risque de contamination. Par exemple, sur la cosmétique, essayer du maquillage en magasin, c'est quelque chose qui n'est plus du tout envisageable dans notre nouveau monde et avec nos nouvelles contraintes. C'est quelque chose qu'on peut faire avec une lentille ou avec un filtre. On a aussi tout ce qui est visite virtuelle. Donc là, on sera plutôt sur de la VR pour être complètement immergé dans un autre monde et dans un environnement qu'on ne connaît pas, comme par exemple un appartement à visiter ou à acheter. Et on a aussi le cas d'usage lié au store virtuel, au magasin virtuel, ce qui permet de créer un lien entre l'utilisateur, entre le client et la marque, sans être dépendant des vrais lieux de vente. Et de créer une expérience, pour le coup, immersive, personnalisée et qui véhicule une vraie image de marque. Donc ça, c'est des cas d'usage qui sont de plus en plus demandés et les marques se sont rendues compte en fait qu'elles avaient des efforts à faire sur ces points-là pour pouvoir continuer d'interagir avec leurs clients, même en situation de confinement. Un autre cas d'usage qui est intéressant, c'est celui lié à la limitation des déplacements, non pas des clients, mais des employés des magasins. Parce que dans les magasins, on a donc les personnes qui font évidemment qui remplissent les étagères, mais on a aussi d'autres corps de métier qui sont moins essentiels et donc qui ont vu leur déplacement limité pendant notamment les premiers confinements. Notamment tous les métiers qui visent à faire de la promotion, du marketing, à mettre en place des rayonnages le plus attractifs possible. Ça, ce sont des métiers qui ne sont pas essentiels, donc qui ont vu leur accès en magasin réduit. Et ça a développé ce nouveau besoin des marques d'avoir des packaging qui peuvent être évolutifs et qui peuvent continuer de vivre même sans intervention d'un employé. Donc là, par exemple, ce que vous voyez en haut à gauche, c'est un packaging Nescafé qui est complètement neutre et qui va être adapté en fonction du lieu du client, de la date et des promotions en cours ou des campagnes publicitaires en cours. Le dernier gros thème de cas d'usage dont on va parler, c'est celui du divertissement et de la culture. C'est le plus léger de tous ceux dont on a parlé jusqu'à présent, et c'est probablement celui par lequel vous avez déjà expérimenté la réalité virtuelle ou la réalité augmentée, si vous avez eu la chance de le faire. C'est un domaine qui a énormément de cas d'usage différents, parce que voilà, ça va des films immersifs en 3D jusqu'à la visite de musée en réalité augmentée. Et tout ce qui est lié à un lieu de vie, un lieu de culture ou un lieu de divertissement a évidemment été impacté négativement par la crise, puisqu'on n'avait plus accès à ces lieux. Notamment tout ce qui est expérience en réalité augmentée dans les musées, forcément, on y a eu moins accès. Ce qui est intéressant de voir, c'est que côté réalité virtuelle, au contraire, ça a plutôt, ça a plutôt accéléré le développement des cas d'usage de divertissement et de culture, puisqu'on s'est tous retrouvés bloqués à la maison avec un gros besoin de se divertir. Et donc, on a vu même des types de domaines s'intéresser à la réalité virtuelle qu'on n'aurait pas imaginé s'y intéresser il y a 3 ou 4 ans. Par exemple, on a vu des défilés de mode pendant la Fashion Week avoir lieu complètement en réalité virtuelle, où les marques ont envoyé des casques à leurs clients, à leurs invités au défilé, pour qu'ils puissent profiter du défilé tout en étant chez eux.
L'avantage de tous ces cas d'usage qui sont boostés à cause du confinement, c'est le fait que maintenant, on a des utilisateurs, on a un pool d'utilisateurs beaucoup plus grand puisque les gens ont dû s'équiper pour pouvoir bénéficier de ce divertissement à la maison. On a aussi un dernier cas d'usage qui s'est développé, qui était déjà très développé avant, c'est celui des réseaux sociaux et de tous les filtres. On en a parlé tout à l'heure, notamment sur les filtres de meeting, de Zoom et de tous les meetings en visio. Mais on a aussi l'aspect réseaux sociaux, qui permet donc d'interagir à distance, d'interagir avec des gens dont on est en distanciation sociale et auxquels on n'a pas accès. Et ce type de filtre, notamment porté par Snapchat, c'est vraiment une part de la réalité augmentée qui est extrêmement forte et extrêmement importante. C'est un des acteurs les plus développés sur ce domaine-là. Ce que vous voyez à gauche, là, par exemple, ce sont des filtres euh, produits par Snapchat qui permettent de faire de l'essayage virtuel de montres ou de chaussures et qui se basent sur des composants produits par Snapchat complètement sur étagère et complètement gratuits. Et donc, ce que vous voyez à droite, c'est une capture d'écran de l'outil de Snapchat qui permet de créer ce type de contenu. Et ils ont vraiment fait un gros travail ces 2 dernières années pour rendre cette création de contenu en réalité augmentée extrêmement facile et accessible à n'importe quel type de corps de métier, pas seulement au tech. Je vais laisser la main à Jasmine pour conclure sur ces différents cas d'usage. Donc, pour revenir au tableau qu'on vous a présenté au début, voilà, donc là, on a réussi à le remplir suite à tout ce qu'on vous a présenté. On voit sans surprise que finalement, celui qui a été le plus demandé comme cas d'usage, c'est tout ce qui est autour de la collaboration à distance et aussi tout ce qui est divertissement, notamment en VR. Mais ce qui est un peu plus impactant et moins évident, c'est qu'on voit qu'en fait, finalement, tous les thèmes ont servi pendant la crise du Covid et nous ont globalement aidés à respecter finalement la distance sociale et les contraintes qui nous étaient imposées. Donc, si vous avez des questions, je vous rappelle que vous pouvez les mettre dans le chat. Si vous êtes intéressé par la réalité augmentée et la réalité virtuelle, on est en train de monter aussi une formation chez Octo. Donc, on aurait besoin de votre avis. Donc, si vous pouvez remplir, on a un petit formulaire que vous pouvez remplir. Ça dure vraiment moins de 3 minutes. Donc, n'hésitez pas et ça nous permettrait vraiment de savoir si on doit faire une formation plutôt théorique, plutôt pratique, plutôt industrielle, etc. Donc, le lien vous a été envoyé peut-être dans le chat. Et on va pouvoir passer aux questions. J'ai vu qu'il y en avait plusieurs qui avaient été relevées. Alors, je vais ouvrir la liste des questions. La première que je vois, c'est j'ai entendu réalité mixte dans un article. Qu'est-ce que c'est? Et réalité étendue. Alors, sur les termes, c'est pour ça qu'on a commencé la présentation par une phase de définition. Sur les termes, il y a toujours une forme d'ambiguïté. La réalité mixte, on en a chacun une définition un petit peu différente. La définition la plus courante, c'est qu'en réalité, c'est le spectre. C'est l'intégralité du spectre entre réalité virtuelle et réalité augmentée. Donc, on vous l'a montré de cette façon-là. Euh, et on peut aussi appeler ça la réalité étendue. Par exemple, chez Octo ou chez Accenture, on va avoir tendance à parler de XR pour parler des deux, de réalité augmentée et réalité virtuelle, réalité étendue. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Jasmine, sur ce point-là. Non, enfin, si c'est clair pour la personne qui a posé la question, je ne sais pas. Vous pouvez mettre vos micros si vous voulez interagir. Merci pour la réponse. Et moi. D'accord. Super. La suivante, c'est pourriez-vous donner des exemples de nouveaux marchés? Donc, je pense que ça parlait de la slide où on expliquait qu'il y avait aussi des impacts positifs pour nous. Les types de nouveaux marchés qu'on voit, c'est évidemment ce dont on vous a parlé, là, les nouveaux cas d'usage. Mais en termes de nouveaux marchés, ça va plutôt être des marchés liés à la désinfection des casques, par exemple, qui était quelque chose qui n'existait pas du tout avant. On ne s'y intéressait pas plus que ça. Là, aujourd'hui, il y a des entreprises spécialisées dans la désinfection de casques de réalité virtuelle. Et on a aussi parlé là tout à l'heure de détection d'émotions. Et donc ça, c'était quelque chose
qui était nécessaire, dont tout le monde avait envie en VR, mais ça n'avait pas forcément donné lieu au développement de vrais produits, alors qu'aujourd'hui, on a des produits sur le marché, grand public, pour avoir de la détection d'émotions. Donc, ça a créé vraiment une nouvelle place, un nouveau marché, je pense. Est-ce que ça répond à la question sur les nouveaux marchés? On va passer peut-être à la suivante. Est-ce qu'il ne s'agit pas juste d'une utilisation de nouvelles techniques déjà développées pour les films d'animation? Oui, donc là, on parlait justement de la détection des émotions sur le visage. Tout à fait, c'est à ce moment-là que j'ai mis ma question. Oui, Et plus généralement, même tout ce qui était sur la collaboration à distance, moi, ce qui m'a frappé, ça me rappelle vraiment des choses dont m'ont parlé des gens qui travaillaient dans le domaine du cinéma, en fait, sur les décors, sur les détections de mouvement, sur la façon. Voilà. J'ai juste l'impression que c'est l'adaptation dans un monde plus grand public de techniques qui étaient déjà bien au point. Voilà. Ouais, c'est tout à fait le cas. Et en général, en réalité virtuelle et réalité augmentée, on se base beaucoup sur des briques de détection de gestes, par exemple, qui étaient déjà utilisées dans le motion design avant. C'est effectivement l'adaptation au grand public de techno qui existait déjà. Et là, par exemple, le device qu'on vous a montré qui se met sur le casque, c'est vraiment quelque chose, c'est du plug and play, on a simplement à le mettre en place. Alors qu'avant, pour faire de la détection ne serait-ce que d'eye tracking dans les casques, c'était pas forcément built-in, ça veut dire qu'il fallait, c'est pas forcément construit de base, il fallait acheter un kit de développeur et customiser son casque pour pouvoir faire ne serait-ce que de l'eye tracking. Aujourd'hui, c'est des trucs qui font partie des casques à la base quand on les achète sur étagère. Donc ouais, c'est exactement ça. En réalité augmentée, qu'en est-il des dispositifs très peu invasifs comme les lunettes de Google qui n'ont pas attiré le marché car lancés trop tôt? Et des concurrents sont-ils apparus depuis? Sortir à chaque fois son téléphone, n'est-ce pas long ou pas génial? Alors, effectivement, nous, on croit beaucoup aux lunettes peu invasives, aux lunettes qui sont de plus en plus légères. Là, dans ce qu'on vous a montré, les casques font environ 500 grammes pour faire de la réalité augmentée la plus aboutie, mais c'est des choses qui vont en diminuant. On a des casques ou des lunettes de plus en plus, qui ressemblent de plus en plus à des lunettes classiques. On a même des lentilles qui se mettent à sortir, donc des lentilles qu'on porterait toute la journée. Bon, ce n'est pas encore approuvé par tous les organismes de santé, mais c'est en train de sortir. Et oui, ça va être de moins en moins invasif. La raison pour laquelle les lunettes de Google n'ont pas trouvé leur public, ma conviction, c'est que c'est plutôt une façon de le lancer. En réalité, ils l'ont lancé sans s'appuyer sur des cas d'usage, simplement en lançant au grand public et en laissant les gens trouver leur cas d'usage. Ce qui n'est pas la démarche, par exemple, de HoloLens. HoloLens sort plutôt en se reposant sur les entreprises, en axant son offre sur du B2B pour que les cas d'usage proviennent du métier plutôt que soit trouvés un petit peu de façon aléatoire par les utilisateurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, les Google Glass, elles continuent d'exister et maintenant, elles existent uniquement en version entreprise. Donc, on pense qu'elles ont été abandonnées, mais en réalité, les Google Glass 2 version entreprise sont toujours sur le marché. Alors, je voulais rajouter un truc, c'est aussi les Google Glass sur le grand public, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, on a une caméra qui est directement sur notre visage. Du coup, on peut filmer un peu à leur insu beaucoup de gens. Et c'est aussi ça qui avait un peu posé problème à l'époque où on n'était pas forcément habitué à être filmé autant qu'aujourd'hui. Et ça posera toujours des contraintes à l'arrivée dans le grand public pour ce genre de choses, pour la confidentialité, etc. Oui, effectivement, dans le cadre du grand public, ça continuera à te poser problème. Après, c'est vrai qu'on est de plus en plus filmé partout et on accepte ça même avec nos téléphones, d'être traqué. Je pense qu'il y a toujours dans les nouvelles technologies un taux d'acceptation, quelque chose de... Il faut qu'on s'habitue à l'idée et peut-être effectivement que les Google Glass, c'était trop tôt en ce sens-là. Et oui, sortir son téléphone à chaque fois, c'est pas forcément très agréable, mais c'est vrai que les téléphones sont de plus en plus légers, donc ça reste une solution assez efficace pour faire de la réalité augmentée. Et on le voit sur quelques cas d'usage très précis, comme par exemple l'ameublement ou la consommation du digital twin. Aujourd'hui, dans les industries, les opérateurs sont déjà tous équipés de téléphones professionnels, alors qu'ils ne sont pas équipés de lunettes. Donc, mettre une première version d'une application directement sur leur téléphone, c'est la solution la plus simple et la plus efficace. On va passer à la suivante.
quid du confort des casques? Peut-on passer des heures et des heures avec le casque? Nous, on est toutes les deux développeuses en réalité augmentée, en réalité virtuelle, donc on a l'habitude de passer des heures et des heures avec les casques. Et le confort, globalement, il va en s'améliorant. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de tester les HoloLens 1 et qui sont sortis en 2016 et les HoloLens 2 qui sont sortis en 2020, 2019, fin 2019. La différence de confort n'a rien à voir. Le poids est mieux réparti là. Donc, ce que je vous montrais tout à l'heure, là, tout le calcul, l'unité de calcul, elle est derrière. Et ensuite, ici, on a une sorte de mousse, un petit peu comme une casquette, qui fait que le casque, en fait, est assez agréable à porter. Et on a la possibilité de relever la visière comme ça pour pouvoir continuer de voir, enfin, de enlever complètement les éléments de réalité augmentée s'ils nous gênent. Donc, le confort va en s'améliorant. Ça va aussi avec le poids dont je parlais tout à l'heure. Mais oui, ça reste encore un petit peu limité et ça reste aussi limité en autonomie. Le garder toute la journée, ça reste compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup plus que 3 heures d'autonomie sur un casque comme ça. Est-ce que ça répond à la question sur le confort? Oui, oui, bien sûr. Oui, parce qu'en fait, les premières versions, c'était avec du fil, le filaire. Et là, ils ont déconnecté. Et au niveau autonomie, ça dure combien de temps, en fait, avant de recharger le casque C'est très en variable, ça moyenne? dépend vraiment de ce qu'on fait. Typiquement sur les HoloLens, si on a sur des trucs où on va avoir plein de modèles 3D et plein de triangles, bah forcément on va plus consommer. Si par Mhm. exemple on utilise toutes les caméras frontales pour faire de la détection de modèles 3D en temps réel, voilà, ça dépend de ce qu'on fait. Et là on vient de parler de réalité augmentée, mais il y a aussi la dimension réalité virtuelle. Donc, sur les casques de réalité virtuelle, effectivement, historiquement, ils sont plutôt connectés, ils sont plutôt liés à un PC fixe, une tour qui est posée, donc, qui nécessite, enfin, qui nous oblige à avoir un rayon de déplacement assez diminué. Il y a des solutions aussi avec des PC de gamers sous forme de sac à dos. Si vous avez l'occasion d'aller dans des salles d'arcade en VR, souvent ils utilisent ça. Donc là, on va avoir plutôt 45 minutes d'autonomie, 1 heure d'autonomie, parce que c'est l'autonomie du PC en réalité. Et côté réalité augmentée, les HoloLens en salon, j'ai fait pas mal de salons, on peut tenir jusqu'à 3 heures avec un casque. Donc souvent, on a 2 casques et on switch. Et sur les versions plus légères, comme celle que tu montrais tout à l'heure, Jasmine, c'est quoi l'autonomie à peu près? Ouais, c'est pareil, c'est à peu près 2-3 heures. Après, c'est en fonction de l'utilisation, pareil. L'écran a tendance à se mettre en veille assez vite. Du coup, on peut vraiment durer plus longtemps, en fait, avec des petites astuces comme ça, où on rallume l'écran quand on en a besoin et ça garde la batterie plus longtemps. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, oui, bien sûr. Ouais. 3 heures, on va dire. À peu, Oui, à peu près. à peu 2 heures. près. Pour un film, alors. Et typiquement, un film, c'est pas forcément ce qui va consommer le plus. Ce qui va consommer le plus, c'est quand on a des scènes 3D complexes à calculer, quand on a beaucoup de triangles. Alors que le film, alors, si c'est un film en 3D, oui, Mhm. ça aura ce genre d'impact. Mais si c'est, par exemple, projeter un film sur un écran comme si on était dans une salle de cinéma, ça sera pas forcément très consommateur. La question suivante, c'est que pensez-vous de l'utilisation des solutions directement dans le navigateur sans application native? C'est une très bonne question. Donc là, on va parler, donc je pense qu'on parle plutôt de réalité augmentée dans ces cas-là, de web AR. C'est un domaine qui est effectivement en train de se développer. On n'a pas énormément travaillé dessus, Jasmine et moi. On est plutôt experte application native, donc on va pas forcément avoir. Moi, j'ai pas forcément un avis dessus, mais c'est vrai que c'est prometteur parce que le fait d'avoir besoin de télécharger une application sur un mobile, ça bloque l'expérience de l'utilisateur et pouvoir directement consommer son modèle 3D et le regarder de chez soi sans avoir besoin de passer par l'étape Play Store, effectivement, ouais, ça paraît être une super promesse. Je ne sais pas si tu as pu un petit peu, si quelqu'un a pu expérimenter ça dans l'assistance pour en dire plus. Oui, on peut faire en fait beaucoup de choses avec directement le navigateur, que ce soit sur des smartphones ou sur des lunettes de réalité augmentée, HoloLens ou Magic Leap ou encore Nreal. Avec l'avantage que tout est web, donc la facilité à mettre à jour, publier, est aussi facile que celle d'une page web. Il y a simplement le processeur qui est un peu moins puissant, mais ça dépend de la nature des expériences. Ouais, c'est assez facile. D'accord.
Oui, effectivement, on a déjà vu, on a vu aussi, ouais, sur HoloLens, j'en ai vu un petit peu moins, enfin, sur les casques. Et donc, ça, c'est directement le contenu qui peut être projeté dans le casque Hmm. sans être limité par une fenêtre de navigateur. Bah, c'est une page web qu'on affiche. Ouais, mais qui peut passer en plein écran pour voir C'est ça. le. Oui, D'accord, oui, on ok. peut passer en plein écran et du coup, il n'y a plus les bords de la fenêtre et ça devient une expérience immersive, enfin 3D et spatialisée sur Hmm. HoloLens. Et après, pour compléter ce que disait Philippe, effectivement, pouvoir démarrer ça depuis le navigateur. Par exemple, vous avez un client qui est sur Twitter qui a vu une pub. En un clic, il a directement une publicité immersive ou une visualisation d'un produit dans son salon sans installer d'application. Donc un démarrage ultra rapide et qui marche dans le navigateur. Ça, bon, ça consomme la batterie assez rapidement, ce type d'expérience, parce qu'il n'y a pas toutes les optimisations qui seraient liées à une application native. Mais effectivement, tout ce qui est Web AR, Web XR est en pleine croissance cette année. Et je conseille à tout le monde de tester et d'y aller. La question suivante parle de VR. Est-elle déjà utilisée régulièrement dans le domaine de la santé à des fins thérapeutiques? Avez-vous des nouveaux cas d'usage post-Covid, peut-être dans les traitements post-traumatiques? Alors, c'est tout à fait vrai, la VR, elle est utilisée de façon très régulière dans le domaine de la santé. Donc, on a par exemple des traitements de la phobie qui peuvent être faits en VR, par exemple le vertige ou le fait de pouvoir immerger l'utilisateur dans une situation complètement safe, complètement contrôlée, mais qui va le mettre face à sa phobie, par exemple. Ça peut être une façon de faire. Euh, et on a aussi des cas d'usage un peu plus orientés AR, qui vont par exemple permettre j'avais vu une expérience où l'AR était utilisé pour aider les autistes à lire les émotions des gens qui sont autour d'eux. Donc en fait, c'est une façon d'utiliser l'intelligence artificielle pour aider un certain type d'utilisateur à mieux comprendre les émotions des gens qui l'entourent. Donc, il y a énormément de cas d'usage à RVR dans le domaine thérapeutique en général. Aussi dans le domaine on parlait tout à l'heure de procédures assistées, c'est aussi un cas où la santé est intéressée, parce que ça peut permettre voilà, de délivrer les gestes de premier secours, par exemple, euh, avec un expert distant qui nous donne les indications en réalité augmentée. Et alors, est-ce qu'il y a des nouveaux cas d'usage post-Covid? Je n'ai pas forcément de cas précis en tête. Je pense qu'il n'y a pas forcément de nouveaux usages, mais on voit de plus en plus d'applications pour gérer l'anxiété, se détendre, la méditation, etc. Et ça, je pense que c'est le Covid qui a un peu accéléré ces applis-là. Oui, tout à fait. Par exemple, les applis de méditation, elles sont de plus en plus fréquentes. Il y a même maintenant des casques de méditation pour des capteurs neuronaux qui vont vous aider à vérifier que vous méditez correctement, en quelque sorte, et à monitorer votre méditation. Ça fait partie des nouveaux modes d'interaction. Ça ne rentre pas directement dans la R et la VR, mais effectivement, tous ces types de capteurs neuronaux, ça peut améliorer nos expériences de VR futures, puisque on aura moins besoin de gestes, par exemple, si on peut interagir avec la pensée. La question suivante, j'ai entendu coder en XR. Par où commencer? Quel langage? Quel framework? Alors, nous, Jasmine et moi, on est toutes les deux on est plutôt expérimentés sur Unity, qui est donc un moteur de 3D qui permet de faire de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle. À la base, c'est un moteur de 3D dédié aux jeux vidéo en général. Donc, c'est assez adapté à tout type de scène 3D. Et nous, on l'utilise spécifiquement pour faire de l'AR et la VR, mais pas du tout dans le domaine du jeu vidéo. Enfin, j'ai jamais expérimenté Unity dans le domaine du jeu vidéo. Euh, Après, en ça termes dépend beaucoup du casque et ouais, ou de la techno qu'on utilise. Par exemple, sur les lunettes connectées que j'ai montrées, là, on va pas coder avec du Unity, on va être en Android directement. Et donc là, ça va être du Kotlin ou du Java, comme une application qu'on aurait sur nos téléphones. Donc ça dépend. En fait, on s'adapte vraiment au cas d'usage et au casque qu'on a à disposition. Oui, tout à fait. Oui. Ça dépend vraiment du device final. Quand on fait affaire du mobile, effectivement, ça peut avoir un sens de partir en natif ou, comme disait tout à l'heure, de faire de la web AR, donc partir en natif web.
La question suivante, utilisez-vous des outils no-code type XR+ pour créer des projets XR? Nous, on est développeuses à la base, donc pas vraiment. On utilise plutôt des outils code. Mais par exemple, on a pu expérimenter le fameux Lens Studio dont on parlait tout à l'heure, qui est un outil qui ressemble pas mal à Unity, mais qui permet de faire du no-code ou du low-code. En fait, avec des drag and drop d'assets graphiques, on peut très rapidement créer son projet. Donc, nous, ce n'est pas les solutions vers lesquelles on a tendance à aller, parce que les projets sur lesquels on intervient, souvent, ne peuvent pas se satisfaire de nos codes. On va avoir besoin de coder un peu. Mais oui, c'est des solutions qui sont très intéressantes, et surtout, ça permet de créer plus de contenu, parce qu'on n'a pas besoin d'être développeur pour le faire. On peut avoir n'importe quel corps de métier qui peut créer son contenu ou qui peut créer une expérience en AR ou en VR. XR+, je ne connais pas forcément. Je ne l'ai jamais expérimenté. Je ne sais pas toi, Jasmine. Ah non, je connais de nom, mais je n'ai jamais testé. Juste pour XR+, c'est un studio no-code, effectivement, où on fait du what you see is what you get pour créer ces expériences AR/VR et les publier, soit avec un QR code, soit avec un embed code sur une page web. Donc, en quelques minutes, comme tu l'as dit, on peut arriver à créer des choses qui peuvent être très, très interactives et très faciles, dans des usages qui peuvent être B2C ou B2B. Il y a une vingtaine de plateformes comme ça maintenant qui permettent de faire ça sans compétences techniques, en fait. Une idée narrative et ensuite l'utilisation de types de formats ou de médias pour créer ces expériences. Oui, tout à fait. Et c'est marrant aussi de parler de B2C parce que ça veut dire que ça peut aussi devenir une façon d'interagir pour n'importe quel utilisateur Oui, avec bien ses sûr. proches. Oui, Enfin, oui, et il est possible aussi que ça serve à faire du C2C pour développer les usages, que finalement, ce soit les utilisateurs qui eux-mêmes créent des expériences et les partagent. Pas seulement en passant par les réseaux sociaux. Mm. Merci beaucoup. Et je vois encore une question qui parle de veille et de veille concurrentielle. Y a-t-il des conférences, instituts, think tank, même non francophones, à suivre au-delà de ce que vous proposez avec Accenture, qui vous a racheté il y a peu? Nous, on suit beaucoup de conférences différentes et beaucoup d'instituts. Ça serait difficile de faire une liste exhaustive immédiatement. Moi, je pense surtout à des salons, parce que les salons d'innovation, c'est souvent ce qui marche bien. Et comme en plus, on est dans le domaine, ils ont continué à avoir lieu même si on était confinés. Donc, Laval Virtual, Virtuality, même Vivatech, ce genre de salon, je prends beaucoup d'informations là-bas. Je ne sais pas si tu as d'autres sources en tête, Jasmine. Tu as dit les principaux. Après, Laval Virtual poste beaucoup aussi sur leur site. Ils ont une sorte de blog. Donc, ça peut être assez intéressant à suivre. Pour le côté un peu plus recherche, nouveauté, il y a Clarté aussi, qui est un labo de recherche qui fait beaucoup en France, en tout cas sur la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Oui, ils sont à Laval d'ailleurs, je crois, non? Ouais, ils sont au même endroit en fait que le Laval Virtual et du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'échanges entre les deux et beaucoup d'articles qui sortent. Sinon, si je peux me permettre, en dehors de la France, on a en Angleterre Univers, qui est une conférence qui a lieu en septembre, et prochainement aux États-Unis, un gros salon qui s'appelle AWE XR, qui se déroule à San Francisco en novembre et qui a une édition européenne à Munich chaque année et également au Japon et en Israël, donc une espèce d'organisateur qui rassemble tout cet écosystème dans plusieurs pays, la plus grosse édition étant aux États-Unis. Le Laval Virtual a aussi une édition maintenant en Chine, donc ça commence aussi à petit à petit se développer. C'est vrai. Ouais. Oui, donc Laval Virtual est effectivement incontournable puisqu'il existe depuis une vingtaine d'années maintenant. Oui, depuis plus de 20 ans. Ouais. Ouais. Ça doit être l'un des plus anciens dans le domaine. Je pense qu'on est arrivé au bout des questions. Est-ce que vous avez d'autres sujets à aborder? Ah, il y a une autre question. Quel crédit peut-on donner au projet de métaverse?
Tu veux pas y répondre. Pour le coup, moi, je ne connais pas très bien le sujet, donc je ne vais pas forcément être pertinente. Mais peut-être que Vincent a un avis sur le métaverse, vu que c'est un sujet qu'il aime beaucoup. C'est comme tous les termes, il y a un côté marketing. Donc il y a le metaverse qui est Facebook en parle, Microsoft en parle, tout le monde en parle. Après, metaverse, c'est aussi, si on c'est un peu théorisé, et c'est la suite de la réalité mixte. C'est avoir un jumeau numérique du monde réel. Donc pouvoir, sur chaque objet physique, pouvoir appliquer des données virtuelles pour compléter l'information, pour accéder à plus d'informations ou à mettre des contenus qui n'existeraient pas dans le monde réel. Donc, il y a le Second Life, effectivement, je vois ça dans les commentaires. Second Life, c'est purement VR, on est en VR pour voir un monde virtuel. Le metaverse, c'est un peu les deux. C'est soit on est en VR, comme Ready Player One, Second Life, ou d'autres livres ou d'autres films, où on met un casque immersif et on est 100% dans une simulation qui peut être très réaliste. Soit c'est dans le monde réel, on rajoute des informations, donc on met des lunettes type Google Glass, donc translucides ou autres, et on se promène dans la rue et on a plein d'informations complémentaires. Donc on ne sait pas vers où va aller le metaverse, mais c'est un intermédiaire entre l'immersion 100% virtuelle, l'ajout d'informations dans le monde réel et le cloud, parce qu'on va dire le cloud computing, c'est le futur aussi. Et on peut même rajouter les interfaces neuronales, parce que si on veut interagir facilement avec des objets sans passer par des manettes, il faut que ça passe un peu par le cerveau. Et pourquoi pas des lentilles et pas des lunettes. Donc, il y a plein de choses derrière Metaverse, donc il faut regarder, il ne faut pas forcément se jeter à fond dedans, parce que ça reste comme galvaudé par les discours marketing. Mais c'est marrant. Ça va être le terme qu'on va utiliser pour les 2 prochaines années. Mais ça serait une sorte d'AR à l'échelle du monde, quoi. Exactement. Ouais. Du monde, On soit a du monde déjà... réel, soit à l'échelle d'un autre monde, qui est un monde virtuel totalement alternatif. Tout est possible. À titre d'exemple, il y a une annonce de Facebook et de Zoom qui vont proposer de faire des visioconférences hybrides avec des gens dans une vraie salle de réunion, avec des vraies caméras pour faire du Zoom, et des gens en VR. Et ils vont pouvoir collaborer. Donc, on ne sait pas où sont les gens physiquement, mais on se retrouve tous dans la même pièce pour collaborer. On peut dire que ça fait partie du metaverse, puisque c'est un univers un peu alternatif où il n'y a plus de barrière entre le numérique et le réel. Et ça reboucle même avec le point de Jasmine au début, c'est que si je suis en VR, mon avatar, bah, je l'habille, alors qu'en fait, je suis pas lavé, je me suis pas lavé les dents, je me suis pas coiffé. Pourtant, mon avatar reste professionnel, quelle que soit ma vraie personnalité. Du coup, il y aura même une duplication des identités entre l'identité réelle et l'identité numérique qui peut être augmentée et modifiée à foison. On a vachement dépassé sur le créneau de 10 heures, mais c'est pas grave. Tout à fait. Mais le sujet est intéressant. Je pense qu'on est arrivé au bout des questions. Merci à tous pour toutes les questions que vous avez posées et pour les échanges. N'hésitez pas à répondre à notre petit sondage pour la formation qu'on essaie de préparer. Ça serait vraiment des retours très intéressants pour nous. Et merci à tous de votre présence.